Donc, bonjour à toutes et à tous. On va débuter, malgré le fait que je pense que tout le monde n'est pas arrivé, mais prime à ceux qui sont à l'heure, quand même. Ça me paraît plus important. Donc, je suis Benoît Le Goff, directeur de structure en Alicto et administrateur de la fédération. Et bienvenue pour cette conférence qui s'intitule « Repenser et innover dans les organisations de travail ». Vaste sujet auquel on va tenter de répondre, ce serait déjà beaucoup, mais au moins donner des pistes de réflexion, ce qui serait déjà, je pense, une bonne chose. Pour ça, j'ai, comme vous le voyez, 5 personnes autour de moi qui vont intervenir à tour de rôle. Alors, je les laisserai se présenter de manière un petit peu plus précise après. Mais nous avons donc Gladys Lutz, qui est tout au bout, Daniel Bader. On a également Simon et Jean-Michel. Et puis Sandra, qui est à côté de moi. Donc voilà, leur présentation, c'est eux qui le feront, ce sera beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Donc repenser et innover nos organisations de travail. Aujourd'hui, on est dans une situation, la présidente nous l'a répété hier, compliquée, difficile, avec des contraintes, parfois des injonctions paradoxales, venues depuis nos financeurs, mais aussi au sein même de nos structures, des réformes qui parfois remettent en question notre travail. Je pense en particulier, pour ceux qui sont dans les structures, la réforme de l'évaluation externe, par exemple, entre autres. Et puis aussi, après cette période de Covid, la question du sens, le sens de notre action, qui est souvent revenu auprès des professionnels. Alors, est-ce que ces crises sanitaires sont des obstacles ou au contraire, est-ce qu'elles nous permettent de rebondir, voire est-ce que c'est une voie vers le rétablissement pour nos organisations, si j'osais. Mais le passé nous a aussi montré que ces crises sanitaires pouvaient être un levier fort. Je pense notamment aux années 80 avec la crise du sida, qui a aussi révolutionné quelque part nos pratiques et notamment, et on en parlera tout à l'heure, mais les savoirs expérientiels. Donc comment on va pouvoir essayer de repenser, d'innover dans nos organisations? Alors j'aimerais juste pour débuter reprendre un des vers du poète Joachim du Bellay pour faire un petit peu local, notamment dans son poème « Heureux qui comme Ulysse », qui commence comme ça, « Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage ». Eh bien aujourd'hui, ce matin, c'est peut-être ce qu'on va tenter de faire, de débuter un beau voyage qui va nous entraîner sur la voie de la création, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Les contraintes budgétaires ne nous permettent plus de pouvoir forcément faire ce dont on a envie, mais en tout cas, nous, on va devoir être créatifs. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Daniel Bader, qui va nous présenter déjà un dispositif alors, qui existe depuis un certain nombre d'années, les microstructures, et puis qui devrait, logiquement, puisque nous sommes toujours dans l'attente, passer dans le droit commun d'ici le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, absolument. Hein, c'est ça. Absolument, c'est ça. Voilà, enfin, vous nous direz si on y est vraiment ou pas. Je vous dirais que je n'en sais rien, comme tout le monde c'est bien ce qui nous inquiète. Mais en tout cas, voilà, un des dispositifs qu'on va aujourd'hui aussi vous présenter pour essayer de répondre à cette question de repenser et d'innover dans nos organisations de travail. Merci beaucoup, Benoît. Donc, Daniel Bader, j'ai dirigé pendant 25 ans l'association ITAC à Strasbourg, donc association médico-sociale, SAPAC, ARUD, salle de consommation à moindre risque, et premier réseau de microstructures médicales créé effectivement fin des années 90 à l'aune du fait de la catastrophe sanitaire qui a été le sida. Voilà, donc, et aujourd'hui en charge donc, pour la coordination nationale des réseaux de microstructures du développement, du portage de ce dispositif de soins qui est toujours considéré comme innovant dans les textes, alors que pour nous, c'est que ça commence à être un vieux dispositif, hein, ça fait 25 ans. Donc voilà, on va démarrer, si vous le voulez bien. Je vais me mettre là parce que j'arriverai du coup mieux à voir mes slides.
Voilà, donc merci à la Fédération Addiction de son invitation quand même. Hein. Voilà, ok. Donc bref rappel de ce qu'est une microstructure. Une microstructure, c'est un dispositif des soins de médecine de premier recours qui associe étroitement donc médecins de ville, volontaires qui souhaitent s'engager dans cette pratique, et secteur médico-social en addicto, et voire secteur libéral aujourd'hui, parce qu'on a un certain nombre de psychologues exerçant en libéral qui travaillent dans les microstructures. Mais l'association de départ, très étroite, a été celle de médecins de ville, souhaitant travailler différemment, et du champ donc médico-social en addicto. Alors, c'est quoi une microstructure? C'est une modalité de soins qui réunit donc un médecin ou des médecins généralistes exerçant en cabinet de groupe, en maison de santé pluripro, en centre de santé, voire en cabinet isolé, il en existe encore quelques-uns, un psychologue et un travailleur social qui sont principalement donc mis à disposition par des XAPA, parce qu'actuellement, les mises à disposition relèvent plus de XAPA que de CARUD. Il y a quelques CARUD aussi investis dans ce travail-là, dans ce travail partenarial étroit-là. Les principes fondamentaux du travail en microstructure, et je vous demande de les retenir parce qu'ils sont très souples. Et c'est ça ce qui a fait la force de cette modalité de travail, enfin de les retenir, de vous dire qu'effectivement c'est là-dessus qu'on s'appuie jusqu'à présent. Donc c'est 4 fondamentaux. L'unité de lieu, ça, tout se passe dans le cabinet du médecin généraliste, ou dans la MSP, ou dans le centre de santé. C'est le psychologue et le travailleur social qui se déplacent régulièrement, une fois par semaine, sur des plages horaires allant de 3 à 6 heures dans les microstructures qui suivent, entre 90 et 100 patients, et qui travaillent donc en équipe, qui deviennent une équipe thérapeutique, qui se réunit en synthèse, en RCP, comme disent les textes réglementaires aujourd'hui, une fois par mois, pour établir, pour travailler, pour penser, si c'est nécessaire, avec le patient, la démarche thérapeutique qui sera la sienne et qu'on va adapter, réinventer en fonction des besoins du patient. Et le quatrième point sur lequel on s'appuie fortement, c'est une coordination administrative et médicale qui facilite le travail de ces équipes et qui décharge, entre autres, les médecins généralistes de toute la part administrative du travail, parce que sinon, ils s'y engagent beaucoup plus difficilement. Donc, un bref historique, Benoît l'a rappelé, les premières microstructures, elles ont été créées, je vous le disais, au moment de la catastrophe sanitaire qu'a été le sida pour les usagers de drogue, qui, à l'époque, on a commencé à travailler, nous, à Strasbourg, mourait dans une grande indifférence. Je veux dire que voilà, ça n'interpellait pas grand monde, tous ces décès. Et il se trouve quand même qu'il y avait, d'un côté, des réseaux de médecins de ville qui s'étaient organisés pour les prendre en charge, alors que les traitements à notre disposition étaient quand même extrêmement... c'était balbutiant. Les antirétroviraux commençaient à être disponibles, et les traitements de substitution, il a vraiment fallu se battre pour pouvoir y avoir accès. Donc, synergie nécessaire entre structures médico-sociales, centre méthadone, comme on disait à l'époque, et médecins de ville prêts à prendre des patients en relais. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et à pallier les difficultés de la médecine de ville et de l'isolement des médecins en créant une équipe thérapeutique au sein de leur cabinet. 2006, donc premier réseau, l'Alsace, le Grand Est et Marseille, le PACA, des médecins de terrain qui commencent à s'intéresser aussi à ce dispositif. Et ces 2 régions créent en 2006 la première coordination nationale des réseaux de microstructures. Bon, depuis 2006, d'autres régions, toujours à partir du terrain, c'est ça la spécificité, je crois, aussi de ce travail, des acteurs, médecine de ville et médico-sociaux, convainquant les DAS à l'époque, puis les ARS, de financer ce dispositif et cette modalité de soins. On est à 5 régions, plus une en Nouvelle-Aquitaine, où on a une seule microstructure, mais je la cite parce qu'ils sont héroïques, c'est Bizia à Bayonne, qui finance sur leurs fonds propres et qui essaie de développer des microstructures en Nouvelle-Aquitaine. 2018, vous voyez, il y a quand même un certain laps de temps qui s'écoule entre 2006 et 2018. Reconnaissance enfin dans le plan national addiction 1000 cas du fait qu'il faut développer des microstructures, que c'est une des priorités de ce plan-là, de les développer hors des régions où elles existent.
Ça a été le premier texte sur lequel les ARS et nous, acteurs de terrain, avons pu prendre appui pour dire « OK, on y va ». Avant, c'était « oui, bon, c'est bien intéressant, mais c'est expérimental ». Voilà, c'était laissé au bon vouloir des financeurs et des gens de terrain. Et là, enfin, on dit « allez-y, allez-y ». Suit en 2018 la loi de décembre 2018, la loi Sécu qui permet l'expérimentation de dispositifs de soins non financés, non encore financés donc par l'assurance maladie, et démarrage d'une expérimentation article 51 qui confie aux ARS, à 5 ARS, le fait de développer des microstructures sur leur territoire avec la CNRMS en support et en appui. Et donc, on est fin mai, quasi 2025, fin de la période transitoire liée à cette expo pour ce qui est des microstructures addiction appelées équipe addict, que je trouve pas très heureux, mais enfin bon, on pourra en discuter si vous voulez. Et rien, pour le moment, rien de nouveau sous le soleil, en tout cas, je vous en parlerai plus tard. Je vais vite, parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps, mais voilà, donc où est-ce qu'on en est au 31/12/2024 ? Vous voyez le nombre de microstructures créées dans les régions investies donc dans l'expérimentation, plus PACA, qui n'y est pas, mais qui porte des microstructures depuis un certain nombre d'années. Vous voyez que c'est très hétérogène en fonction des régions. L'Occitanie, en 4 ans, a créé 30 microstructures. Il n'y en avait quasiment pas, portées ou soutenues soit par, pour ce qui concerne médico-social, la Fédé Addiction et Addiction France. Voilà, bon, évidemment, le Grand Est, comme on a une antériorité dans cette région-là, bon, il y a effectivement un nombre de microstructures important. Donc, on est à 128 microstructures actuellement, voilà. Mais vous voyez aussi qu'il y a des zones à pourvoir encore, comme on dit aujourd'hui, quand on parle de densité médicale. Voilà, tout l'Ouest. Je pense que Angers, c'est un gros appel du pied, là, pour les gens du Grand Ouest. Et puis, Nouvelle-Aquitaine, enfin voilà, il y a quand même Auvergne-Rhône-Alpes, il y a vraiment du boulot encore. Voilà, pardon, c'est moi qui gère. Au long de l'expérimentation, mais avant déjà, mais tout au décours de l'expérimentation, il y a des partenariats qui se sont réellement consolidés, établis ou consolidés, tant au niveau national qu'au niveau régional, qu'au niveau local. Je vais passer vite, vous les voyez, bon, évidemment, avec la Fédé, avec le Collège de médecine générale, avec le Collège national des généralistes enseignants. Il y a vraiment une convergence là, réelle, à différents niveaux, entre acteurs du champ médecine générale, médecine de première cour, et acteurs du champ médico-social. Bon, les instances nationales, vous les voyez, la CNAM s'est associée à nos interlocuteurs traditionnels, puisque c'est le financeur. En région, tout ce qui est structure qui coordonne la pratique en exercice coordonné. Voilà. Alors, les principaux acquis de cette pratique, quand même. J'ai rajouté innovante, pour moi, ça me fait toujours un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'on en parle. Donc, un décloisonnement effectif des pratiques entre médecine de ville et champ médico-social en addicto. Quand vous entendez les médecins généralistes, quand vous écoutez aussi les intervenants psycho et sociaux du champ de l'addicto, ils apprennent mutuellement et conjointement les uns des autres. C'est très intéressant. C'est-à-dire, au niveau du médico-social, on comprend mieux le fonctionnement de la médecine générale. Et au niveau de la médecine générale, il y a un réel support, il y a un apport de compétences, il y a une autre manière, un autre éclairage qui arrive dans la pratique des médecins généralistes, et c'est plébiscité. J'en parlerai un petit peu plus tard. Oui. Un rapprochement des lieux de soins à proximité des lieux de vie des patients. En ruralité, c'est important, parce qu'on se dit oui, c'est pas mal, en ruralité, effectivement, ça se justifie bien dans des petites villes de 10, 15 000 habitants où il n'y a pas d'antenne que ça part, ça paraît justifié, mais aussi en ville, dans des quartiers qui sont de vrais déserts médicaux, et où le fait de pouvoir travailler en équipe est extrêmement important pour les médecins, là, pour le coup. Et un nombre important de femmes prises en charge en microstructure. On est en train de mener une étude les concernant, les patientes suivies en microstructure, pour voir ce qu'elles trouvent là, dans ce dispositif-là spécifiquement, qu'elles ne trouvent peut-être pas ou moins ailleurs.
Je pense que l'année prochaine, on commencera à avoir les premiers résultats. Mais enfin voilà, on a 50% de femmes suivies en microstructure, essentiellement pour des problématiques alcool. Mais c'est quand même important, parce qu'on les a moins en XAPA et en CARUD. Une prise en charge pluriprofessionnelle, c'est ce que je vous disais, effective, des situations que les médecins généralistes nomment des situations complexes. La microstructure, elle ne s'adresse pas à tous les patients en médecine de ville, elle va s'adresser à des patients particulièrement vulnérables et auxquels le médecin va proposer une inclusion en microstructure. Et l'expérimentation d'un financement via un forfait annuel par an et par patient, ce qui a été une révolution pour le secteur médico-social, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, dans ce champ-là, d'être financé via des forfaits annuels. Ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Et donc, à l'issue de l'expérimentation article 51, une grande satisfaction des patients et des professionnels concernant cette proposition de soins. Et le grand acquis de cette affaire-là, c'est quand même la pérennisation et la généralisation du dispositif acté à fin 2023. Voilà, on a prolongé la période transitoire jusqu'en juin pour pouvoir mettre en place le cadre réglementaire nécessaire. Bon, l'acquis, il est là. C'est-à-dire on va pouvoir consolider l'existant et j'espère généraliser le dispositif rapidement. Cependant, petite inquiétude pour ce qui nous concerne. Vous voyez, la dynamique, elle a été vraiment croissante de 2020 à 2023. Tant au niveau de la création du nombre de microstructures qu'au niveau du nombre de patients inclus. Fin 2023, on commence à avoir des inquiétudes quant à la suite. Il y a eu un recentrage demandé par certaines ARS sur uniquement la prise en charge des problématiques addictives, alors qu'avant, un certain nombre de réseaux avaient ouvert aux problématiques de santé mentale et de grande précarité. Et du coup, limitation du nombre d'inclusions et fermeture d'un certain nombre de microstructures qui s'étaient, axées sur les problématiques de santé mentale. Vous voyez que c'est extrêmement fragile quand même, ces dispositifs-là, qu'il faut veiller à justement leur consolidation et les garanties de leur pérennisation pour que la dynamique puisse continuer à s'instaurer et ne pas être freinée comme elle l'a été là. Bon, j'espère que ça va repartir une fois qu'on aura le nouveau cahier des charges. Quelques chiffres clés en 2024 quand même pour vous dire, un peu plus de 4600 patients suivis. On était à plus de 6000 en 2023, fin 2023. Donc il y a quand même eu une chute importante de 2023 à 2024. Bon, beaucoup de femmes, 381 médecins impliqués, bon, vous voyez, 77 travailleurs sociaux et 80 psychologues. Alors, au niveau de la généralisation du dispositif, nous sommes entre attente, inquiétude et espoir quand même. À ce jour, c'est ce que Benoît me faisait dire, pas de parution du nouveau cahier des charges, donc pas beaucoup d'éléments précis actés concernant la suite. Des préconisations envisagées qui sont source de questionnement, voire d'inquiétude. Dans un certain nombre de copiles régionaux via les groupes de travail nationaux qui se sont réunis pour étudier la pérennisation, à laquelle les acteurs de terrain comme la CNRMS et les médecins de microstructure ont été trop peu associés. Ce qui a été évoqué, c'est une limitation de l'indemnisation du nombre de consultations psy et travailleurs sociaux. C'est une instauration d'une durée de prise en charge à 2 ans, ce qui est quand même très problématique. Une nouvelle validation nécessaire des équipes de microstructure par les ARS parce qu'elles travailleront dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé, d'une moindre prise en charge des réunions de synthèse, des RCP, qui sont indispensables au fonctionnement des équipes, une absence de visibilité sur les modalités de coordination territoriale, médicale et administrative, et sur le montant et le contenu du forfait. Mais un devenir harmonieux des microstructures addiction plus près des patients est possible. Moi, j'y crois fermement. Et c'est pour cela qu'on a entamé avec la Fédération Addiction, le Collège de médecine générale et d'autres, MG France et d'autres partenaires, une démarche auprès du ministre de la Santé et de la Direction de la Sécurité sociale afin que nos remarques soient prises en compte et que les microstructures puissent conserver souplesse et inventivité. À ce jour, on n'a pas de réponse. Voilà, ce serait peut-être bien d'en parler à M. Neuder tout à l'heure. Mais on a des atouts. Ce dispositif, ces modalités de soins ont quand même des atouts qui sont maintenant validés. Si vous voulez, une implication et un intérêt réel
pour cette modalité de soins chez nombre de médecins généralistes et de structures de soins en addicto, un intérêt des ARS qui souhaitent créer ou développer des réseaux de microstructures dans leur région, une coordination nationale et des partenariats en place qu'il conviendra cependant de développer, bien sûr, et d'adapter en fonction de ce qui nous attend dans les années à venir, au niveau des usages, des pratiques, voire de nouvelles catastrophes sanitaires, ce que je ne souhaite évidemment pas. Des actions de formation régulières mises en œuvre en fonction des besoins des équipes de terrain et des recherches en cours. Là, il y en a une qui est menée par la CNRMS sur la spécificité des apports de cette pratique du soin, notamment pour les patientes, là, ça concerne les femmes, et pour les professionnels. Et je vais clore mon propos en donnant la parole quand même à une patiente, parce qu'on n'a pas réussi à... Allez, ah bah si, les patients experts sont là, donc, mais là, c'est une patiente de microstructure que j'aimerais faire parler et qui synthétise effectivement tout ce que peut apporter une microstructure. Après un long parcours entre cure, post-cure, CHRS et psychiatrie, j'ai rencontré un nouveau médecin généraliste dans la commune où je vis. Il m'a proposé d'intégrer sa microstructure. Je n'avais ni véhicule ni permis de conduire, donc cette proximité a été extrêmement importante pour moi. Les rendez-vous avec mon psychologue étaient hebdomadaires. Mon docteur était toujours à l'écoute et tous deux échangeaient ensemble à mon sujet. Je le savais, j'avais confiance. Le travail a enfin commencé. Voilà 4 ans que j'ai intégré la microstructure. Je continue à être suivie à une fréquence évolutive selon mes besoins. Et aujourd'hui, je vais bien, mieux que jamais. La microstructure m'a permis de devenir celle que j'ai toujours voulu être. Voilà, et elle a souhaité signer de son prénom. Mais écoutez, je vous remercie et puis je suis là pour vos questions éventuelles à la fin. Merci beaucoup, Daniel. Alors déjà, beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par rapport aux termes qu'on a utilisés au début, repenser et innover. Tu as parlé de démarche thérapeutique qu'on va réinventer, mais aussi d'inventivité. Enfin voilà, on est en plein sur ce chemin de création. Alors comme tu l'as dit, où on est finalement pas très, comment je veux dire, exigeant sur la définition des termes, parce qu'on parle d'innovation alors que ça existe déjà depuis plus de 20 ans. Mais bon, le chemin est parfois un peu long pour arriver là où on veut aller. Alors on va continuer maintenant sur ces différentes expériences. Là, on était sur une typologie d'organisation. Et là, on va passer maintenant sur des nouvelles compétences, des nouvelles dynamiques professionnelles avec eh bien les IPA, infirmières en pratique avancée, en santé mentale, une spécificité, mais qui nous sera expliquée par Sandra. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Sandra. Merci, bonjour à tous. Donc peut-être pour commencer à resituer le métier d'infirmière en pratique avancée, parce que je suis donc IPA, moi je suis diplômée, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le parcours qui m'a menée jusque-là depuis donc, juin 2024, où j'étais diplômée. Donc ça existe depuis 2018, hein, le diplôme d'État d'infirmière en pratique avancée, donc c'est un Grand Master. C'est accessible aux infirmiers qui ont au moins 3 ans d'expérience, mais je vois dans ma promotion, c'était beaucoup plus, hein, c'était au moins 10 ans d'expérience. Ce sont déjà des infirmiers, je dirais, qui sont spécialisés, experts dans leur pratique. Et ça ouvre du coup la possibilité vers un doctorat. Alors pour les structures qui envisageraient de former des IPA, je vous rassure, ce n'est pas la majorité, hein, parce que ça demande déjà IPA 2 ans de retourner à la fac pendant 2 ans. Bon, les infirmiers, on n'a pas trop l'habitude de rester assis en plus à la fac. Donc s'il faut reprendre encore une thèse, ce n'est pas la majorité des personnes. Donc le niveau de l'infirmière diplômée d'État, le métier socle, je dirais, c'est un niveau licence. L'infirmière en pratique avancée diplômée d'État, là, on est sur un grade master avec donc 5 mentions différentes. On a les pathologies chroniques stabilisées, donc ça va être plutôt les infirmières en pratique avancée qui exercent en libéral, mais aussi par exemple dans une EHPAD ou dans un service de cardiologie, de pneumologie par exemple. On a aussi la spécialité oncologie et hémato-oncologie, la spécialité maladie rénale
Celle qui nous intéresse pour la dictologie, c'est la spécialité psychiatrie, santé mentale, parce qu'on a beaucoup de comorbidités quand même dans nos accompagnements aussi, donc ça a du sens. Et la dernière qui existe depuis l'année dernière, c'est la mention urgence aussi. Donc on a des grandes compétences qui ont été modélisées par Emmerich en 2013. On a l'expertise, on consulte, la recherche, un leadership clinique dans le sens où on va aller chercher des evidence-based médecine pour faire le lien par rapport à nos pratiques. On va aller chercher des recommandations, des textes qui existent, des recherches. L'éthique aussi fait partie, c'est vraiment quelque chose d'important dans nos pratiques. Et la collaboration, bien sûr, avec les autres professionnels. Donc le projet de devenir infirmière en pratique avancée au XAPA Carude où j'exerce, ça a vraiment été la rencontre entre un projet personnel, mais aussi un projet collectif. Je ne pouvais pas devenir toute seule dans mon coin IPA. C'était important d'avoir tout au long de ce parcours des allers-retours avec l'équipe, avec mes collègues. Puis il y avait un petit peu de turnover, comme on a dans toutes les équipes aussi. Donc il faut resituer les choses. Puis aussi, évidemment, avec les usagers. Évidemment, ça s'est fait aussi avec eux. Donc, oh là là, elle est noire comme ça. Elle était plus claire sur ma présentation, cette slide. Donc, en avril 2022, c'est le moment de candidature auprès de la fac. Donc, on a écrit le projet professionnel ensemble. Enfin, j'ai écrit la trame, j'ai montré aux différents pôles du XAPA Carude. Et chacun a pu m'aider à formaliser, à écrire ce projet professionnel. Donc ensuite, je suis rentrée à la fac en octobre 2022 où on a eu un premier trimestre, un gros bloc d'enseignement avec plein de thématiques, l'éthique, responsabilité, la méthode de travail, l'anglais, les sciences infirmières, puis la clinique aussi qui a déjà commencé à ce moment-là. Ensuite, le stage de première année a été vraiment important. C'était un stage de 2 mois. Moi, j'ai choisi de faire ce stage qui était vraiment un stage de clinique dans une unité hospitalière d'addictologie. Pour moi, c'était important parce que c'est un partenaire d'Opelia 44, donc du site de Saint-Nazaire, mais aussi parce que j'ai pu faire les entrées, les sorties, donc les examens cliniques, mais vraiment en lien avec l'addictologie. Je n'ai pas souhaité aller sur un autre terrain. Pour moi, c'était important. Ensuite, je suis retournée travailler l'été et puis j'ai représenté encore l'évolution de la formation, le mettre au regard du parcours qu'on avait écrit au départ en équipe, qu'est-ce qui était applicable ou pas sur le XAPA Carude. Puis je suis retournée à la fac pour la 2e année, où là on a eu un tronc commun de clinique, et puis ensuite c'était vraiment la clinique à ma mention, donc santé mentale, psychiatrie, et il y avait aussi de la dictologie, pas suffisamment à mon goût, mais il y en avait quand même pas mal. Et ensuite, le dernier stage, c'est un stage de 4 mois qui doit préparer notre arrivée en fait, dans notre lieu d'exercice. On peut le découper, aller ailleurs. Moi, j'ai choisi de faire vraiment les 4 mois au XAPA Carude. Ça m'a permis vraiment d'avoir une organisation avec les médecins, puisqu'on travaille beaucoup sur orientation médicale, pas que, mais voilà. Et puis, les différents pôles du XAPA. Si bien que quand je suis arrivée donc, avec mon diplôme et après mes vacances, donc fin juillet 2024 sur mon poste, on avait déjà établi un planning qui est toujours le même d'ailleurs, où j'ai 2 temps de consultation sur orientation médicale, donc avec renouvellement d'ordonnance, mais ça peut être aussi des prescriptions d'examens sanguins. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Et on a gardé une plage le vendredi après-midi pour une permanence. C'est-à-dire que ça arrive que certains loupent les rendez-vous dans la semaine et plutôt qu'on ait un grand écart entre un prochain rendez-vous et du coup une rupture de traitement ou qu'on fasse l'ordonnance sans avoir le temps de voir la personne, que ce soit très rapide, que je puisse faire moi une évaluation et éventuellement un protocole de rupture ou un renouvellement d'ordonnance. Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'ai aussi une permanence sur le Carude le mercredi matin. Alors une fois par mois, c'est un atelier santé sur des thématiques de santé primaire. Et les 3 autres mercredis du mois, on est sur des permanences vraiment avec des entretiens individuels. Donc là aussi, il y a des personnes qu'on arrive à construire du soin, mais là où ils sont, donc sur le Carude. Parce que nous, notre spécificité à Saint-Nazaire,
c'est qu'on a tout dans la même maison. En fait, on a le XAPA et le CARUD dans le même lieu, donc c'est intéressant. Et puis le jeudi après-midi, donc le jeudi matin, c'est la réunion d'équipe, et jeudi après-midi, je peux avoir des missions de coordination des soins, mais aussi j'anime des ateliers de réduction des risques, surtout auprès des jeunes consommateurs où ils sont vraiment très engagés, avec une co-animation avec un jeune tapageur, donc travail alternatif payé à la journée, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, mais voilà, donc plein de choses. Donc être IPA, c'est vraiment une approche holistique. Donc là, ce que je fais dans les prochaines slides, c'est issu d'un article qu'on a coécrit en collaboration avec les médecins, avec l'équipe du CARUD et avec la codirection. Donc ce qui est alors c'était en vert sur mon truc, alors du coup là c'est en orange et en noir, enfin ce qui est à gauche, c'est le regard des médecins qui disent bien qu'il y a une prise en compte dans ce que moi je fais dans l'accompagnement des usagers. Je prends en compte les symptômes cliniques, les traitements pharmacologiques évidemment, parce qu'il y a le côté prescription, renouvellement d'ordonnance, mais aussi évaluer la bonne observance du traitement, est-ce que le traitement est efficace, mais aussi les facteurs sociologiques, environnementaux et psychologiques de la personne. L'idée étant de prévenir l'aggravation des troubles addictifs et mentaux, mais aussi de sensibiliser le patient et son entourage. Du côté du regard de la direction, donc ils expriment qu'il y a une expertise clinique, une coordination des parcours de soins et une plus-value de la prise en charge depuis que je suis arrivée sur mon poste. Et ce qui est en haut, en bleu, c'est le regard de mes collègues du CARUD qui disent que les ateliers santé, donc, qui ont lieu une fois par mois, sont un mode d'échange qui facilite l'adhésion des usagers sur les thématiques de santé primaire, notamment quelque chose qui me tient à cœur depuis mon dernier stage chez les vaccins. Donc on a pu faire plusieurs ateliers pour déterminer les résistances des usagers, les idées qu'ils pouvaient avoir aussi, qui sont issues beaucoup de la période Covid d'ailleurs. Et puis on a pu entamer là, des TROD et ensuite vaccination là, récemment. Ça c'est quelque chose qui s'est construit sur presque un an maintenant. Donc ils disent que c'est une approche ludique et participative, donc mes collègues du CARUD qui disent ça, et que ça permet d'aborder les sujets sensibles sans jugement, d'adapter des interventions en fonction des besoins du public et d'avoir la possibilité par la suite du coup d'avoir un entretien individuel sur cette permanence qui a lieu sur le CARUD tous les mercredis matins. Donc être IPA, c'est aussi être un pivot finalement de l'équipe. Bon, les autres collègues aussi peuvent être des pivots, mais là, comme je parle de mon rôle d'IPA. Ce que disent les médecins, c'est que cette approche favorise la collaboration entre les différents professionnels du XAPA et du CARUD, que ça enrichit l'accompagnement apporté aux patients. Ce que disent aussi le CARUD, c'est que la présence d'une IPA au CARUD est un atout non seulement pour les usagers, mais aussi pour l'équipe. Et ce que dit la codirection, c'est que pour faciliter le succès de cette intégration, une préparation rigoureuse est essentielle dès les débuts de la formation, en concertation avec l'ensemble de l'équipe. Comme je vous disais au début, il y a vraiment eu beaucoup d'allers-retours entre moi et l'équipe tout au long des 2 ans de formation. Je pense que c'est vraiment important pour une bonne intégration dans l'équipe. Donc c'est aussi être infirmière en pratique avancée, être support aussi des collègues médecins avec un rôle complémentaire vraiment au travail des médecins, une approche plus intégrée et personnalisée des soins en santé mentale et addictologie, on prend en charge de façon globale, une complémentarité, une collaboration au sein de toute l'équipe. Et ça permet vraiment de dégager du temps pour le médecin, d'alléger la pression liée à l'importance de la file active et de fluidifier du coup aussi les demandes de prise en soin. Je vois récemment, par exemple, on a eu une demande de relais, un usager qui a eu des difficultés par rapport à son médecin traitant, qui souhaitait en plus réduire son traitement méthadone. Mes collègues médecins n'avaient pas de place dans leur planning. Moi, j'ai pu voir cette personne et prendre le temps de faire un entretien d'1 heure, un entretien d'accueil assez long. Donc c'est assez fluide du coup de ce point de vue-là.
Ça n'empêche pas d'avoir un médecin référent. C'est essentiel d'avoir un médecin référent, d'avoir l'accord du médecin pour faire ce premier accueil. Mais ça apporte quand même une plus grande fluidité, quoi. Donc ça permet de proposer vraiment un accompagnement global, accessible et innovant, et en adéquation avec les besoins des usagers. Surtout sur les temps de permanence, là, on voit au bout d'un an que c'est vraiment investi par les usagers aussi, qui viennent sur ces temps de permanence. Donc l'approche holistique de l'IPA et la proposition de soins là où sont les usagers, ça répond vraiment à un besoin de fluidification des parcours et d'une accessibilité aux soins facilités. Donc les 2 jours de consultation par semaine consacrés aux évaluations et au renouvellement d'ordonnances pour les personnes stabilisées. On intervient bien dans ce cadre-là en tant qu'IPA, dont une demi-journée de permanence, ça permet vraiment une plus grande souplesse. Et puis les autres temps qui sont consacrés aux ateliers de réduction des risques et à des accompagnements du coup en fait en collectif sont aussi vraiment des temps importants dans les accompagnements et qui vont aussi mettre en avant les savoirs expérientiels des patients. Donc j'ai aussi... Ah non, c'est noir. C'était plus coloré, mon truc. Désolée. Oui, c'est beaucoup plus coloré. Je pourrais vous montrer là. J'ai aussi interrogé du coup mes collègues d'IPA qui sont soit en formation, soit qui sont déjà en poste. Donc 19 ont accepté de répondre. 9 sont en poste et 10 sont en formation. 24% travaillent dans un XAPA associatif, 20% en service d'addictologie hospitalier, 19% en XAPA hospitalier, 12% en CARUD, 8% en ELSA et 8% en centre de cure. Donc ça peut donner une petite idée de comment sont répartis les IPA en addictologie. Et certains, comme moi, exercent dans 2 lieux. Moi, par exemple, je suis en XAPA associatif et en CARUD. Certains sont en ELSA, mais aussi en centre de cure, en hôpital de jour, par exemple. Bon, en tout cas, 88% de ceux qui ont accepté de répondre se sentent intégrés dans l'équipe. En ce qui concerne leur évaluation de l'articulation avec le reste de l'équipe, 2 en sont moyennement satisfaits, 9 sont plutôt satisfaits et 7 sont très satisfaits. Donc c'est globalement plutôt pas mal, je trouve. Quand on leur demande de noter avec des étoiles s'ils sont reconnus dans leur rôle d'IPA, il y en a, alors je ne vois pas le chiffre, je crois que c'est 3 qui ont mis 3 étoiles, 9 qui ont mis 4 étoiles, et je ne vois pas le chiffre, mais c'est moins 6 qui ont mis 5 étoiles. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant pour conclure et prendre un peu de hauteur par rapport à ma présentation, c'est que pensent-ils qui pourrait améliorer leur exercice professionnel au quotidien. Revient vraiment beaucoup l'aspect communication, dans le sens communiquer sur leur rôle auprès des partenaires de la structure, mais aussi auprès des patients et aussi auprès du reste de l'équipe. Donc moi, c'est un gros travail que j'ai fait pendant 2 ans et qui a vraiment été important. Et je pense que peut-être que dans ces équipes-là, ça a manqué, ce travail de communication, d'être soutenu aussi par les autres collègues. Le temps aussi qui revient, le manque de temps dans sa pratique, le manque d'autonomie qui revient aussi, modifier la formation IPA dans le sens d'accentuer la clinique. Ça aussi, moi, j'aurais aimé avoir plus de cliniques. Je pense que c'est quelque chose qui manque. La supervision avec les médecins. Les collègues disent aussi que ça leur manque. Alors moi, je sais qu'on a l'habitude avec mes collègues de médecins de faire des points vraiment très réguliers. Alors, ce n'est pas vraiment marqué dans le planning, tous les jours à telle heure, on fait des points, mais on en fait régulièrement, au moins 1 par jour, parfois 2 points par jour, ça dépend. L'échange de pratiques avec les autres IPA. Je sais que dans plein de régions, on est en train de se mettre justement pour avoir des temps d'échange. Ça, c'est vraiment important. Et la rémunération. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un gros point. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Sandra.
Alors, juste deux petits points. Je trouve que c'est un bel exemple d'innovation, c'est-à-dire à la fois comment passer d'un projet personnel, comme tu l'as dit, à un projet collectif. Et ce point-là, on sait très bien que la force du collectif dans nos organisations est importante pour pouvoir mettre en place cette nouvelle façon de travailler et cette nouvelle fonction. Et puis une petite question, je vais te laisser le temps de réfléchir pour y répondre tout à l'heure, mais tu as parlé dans une de tes diapos du regard à la fois de tes collègues, des médecins. Est-ce que, puisque tu as évolué au sein de la même structure, est-ce que tu as vu un changement dans le regard des usagers aussi, avec l'apparition de cette fonction, alors que tu as incarné toi, mais en tout cas, est-ce que les usagers, il y a un changement dans leur regard, et aussi, qu'est-ce qu'eux en retirent de cette nouvelle fonction? Alors, on va continuer. Après les pratiques professionnelles, on va aussi aller vers une autre forme de pratique, de transformation, avec les pairs, patients experts, donc Simon et puis Jean-Michel, qui représentent FPEA, France Patient Expert Addiction, qui vont justement nous expliquer, nous présenter comment depuis déjà quelques années, les pairs ont pris une place, et j'ai envie de dire heureusement, il était temps, de plus en plus importante dans notre secteur et au sein de nos organisations. Oui. Alors. Bonjour. Merci Benoît. Donc effectivement, je vais commencer par me présenter. Donc Simon Rovert, je suis patient expert addiction certifié, formateur et tuteur pour France Patient Expert Addiction, j'y reviendrai, et administrateur aussi tout récemment. Je te passe la parole, Jean-Michel. À vous. Ouais. Oui, bonjour. Merci Simon. Oui, juste pour me présenter, Jean-Michel Soulard, je suis donc également patient expert addiction certifié, également administrateur de France Patient Expert Addiction. Que dire de plus? Moi, j'interviens aux côtés d'une équipe addicto à Rennes, à Saint-Jacques, pardon, à l'hôpital au CHU de Nantes. Je fais également quelques interventions en fac de médecine pour nos futurs médecins en cours addicto. Et puis je suis également modérateur sur le forum Addicted aux côtés de Sandra. Voilà, en gros, merci. Donc voilà, juste pour me présenter. À toi. Merci. Donc oui, notre présentation s'intitule la contribution des pairs vers une transformation des pratiques. Donc professionnaliser et intégrer des pairs aidants, donc c'est la raison d'être un petit peu de France Patient Expert Addiction, avec deux grands axes d'activité, enfin deux axes que j'aime appeler stratégiques, mais c'est d'une part France Patient Expert Addiction et d'une part un organisme de formation qui co-certifie avec la PHP des pairs aidants, et donc en cela il professionnalise, enfin le France Patient Expert Addiction professionnalise les pairs aidants. Et l'autre axe stratégique, c'est la promotion de la paire aidance au sein des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales. Et donc à ce titre-là, il y a des actions à l'externe qui sont menées, à la fois pour sensibiliser les établissements, former et accompagner les structures et les équipes pluridisciplinaires à intégrer les pairs aidants et les savoirs expérientiels. On y reviendra en tant que vraiment innovation en fait au sein des organisations. Donc aujourd'hui, 60% des patients experts certifiés ont une activité professionnelle et sont intégrés à des équipes au sein de structures sanitaires, médico-sociales et sociales, et donc ont une activité professionnelle rémunérée. Après, on va y revenir. Voilà, se cache derrière ce chiffre d'autres réalités aussi. Puisque les patients experts ont à la fois des activités en tant que salariés. Dans ces 60%, en fait, on va retrouver des activités en tant que salariés, des activités en tant qu'indépendants, entreprises individuelles pour la plupart, et également, donc il y a aussi une
le métier est très fortement investi par des activités bénévoles. Et voilà, et l'objectif de FPEA à cet endroit-là est de faire évoluer ces chiffres, puisque les patients experts sont des professionnels avec des compétences, et ces savoirs-là devraient être aujourd'hui plus valorisés. Donc les structures dans lesquelles on intervient, donc structures sanitaires, donc milieu hospitalier, aussi bien dans les services d'hospitalisation de jour que de résidentiel, dans les services d'addictologie et de psychiatrie, dans le champ médico-social, dans l'EXAPA, au sein d'EXAPA et des CARUD, dans le champ social, dans les hébergements d'urgence, les accueils de jour. Et puis il y a aussi donc des activités alors, au sein des services pénitentiaires, dans les services de santé au travail, puisqu'on sait à quel point les organisations peuvent être des facteurs de vulnérabilité pouvant conduire à l'usage de substances. Et donc le patient expert et le père aidant a aussi sa place à cet endroit-là. Et donc se cache derrière donc le dernier camembert, qui est au moins aussi important que celui qui montre qu'il y a beaucoup de bénévolat dans la père aidance. Il y a aussi beaucoup de temps partiel. Beaucoup de pères aidants ont vocation à travailler à temps complet. Et donc il y a des activités mixtes. J'insiste aussi sur ce point parce que intégrer un patient expert ou un père aidant, c'est souvent intégrer aussi une personne qui est animée par des convictions et qui s'implique beaucoup dans ce secteur et dans l'accompagnement. Et donc dans la grande majorité des cas, c'est aussi des personnes qui s'investissent dans le champ bénévole et en santé communautaire. On y reviendra. Donc, oui. Donc voilà. Donc, sur la contribution des patients experts addiction dans les accompagnements. Donc la contribution des patients experts dans les accompagnements proposés, c'est l'enrichissement de la pluridisciplinarité à travers l'intégration des compétences expérientielles au sein du collectif. Le patient expert, le patient intégré à un collectif pluridisciplinaire appuie le discours collectif en faveur du rétablissement du patient par l'incarnation d'un rétablissement possible. Incarnation d'un rétablissement possible en faveur d'une désautostigmatisation et de la déstigmatisation. Intégration de patients experts au sein de l'équipe, c'est la complémentarité des compétences par la présentation du rôle, des missions, des activités réalisées en lien au référentiel de compétences et au parcours de formation, de certification. Et justement, j'aimerais vous faire un petit focus sur le parcours, sur l'entrée au parcours et le parcours de certification, à savoir qu'un entretien d'accueil est proposé au candidat qui fournit sur son livret de recevabilité le témoignage d'une histoire personnelle de conduite addictive, le témoignage d'un parcours de rétablissement et un projet d'activité de patient expert addiction. Et tout ça, donc, ça va être fait auprès d'une commission de recevabilité à laquelle seront présents et à l'écoute un professionnel de santé addicto et un patient expert addiction certifié. Le candidat sera admis à l'entrée dans le parcours de certification s'il répond aux critères d'entrée. Durant notre échange, des préconisations lui seront données, formation en ligne et des stages à effectuer en structure addicto. Effectivement, toute la formation sera faite en ligne, puisque nous, France Patients Experts Addiction, couvre l'ensemble du territoire français, y compris les DOM-TOM. J'en étais où? Je suis perdu. Donc, oui. Donc, si le candidat a effectué plusieurs missions de père aidance, il se verra également remettre une attestation de père aidant. La durée de certification PEA est d'au maximum 1 an. Il sera accompagné d'un tuteur, patient expert addiction certifié, pour ces diverses questions qu'il peut se poser et également pour l'aider dans l'élaboration de son livret de certification. Dès lors où le candidat aura effectué les préconisations demandées,
le tuteur jugera avec lui du moment opportun pour que le candidat puisse se présenter devant le jury de certification. Et enfin, ce jury de certification, lui, sera composé de 2 professionnels de santé addicto et de 2 patients experts addiction certifiés. Et ensuite, donc, le jury se prononcera sur la certification ou non du candidat en fonction du référentiel de compétences de certification. Et j'aimerais juste finir pour ajouter un petit point. Vous pouvez venir nous voir sur le stand FPEA. Nous avons besoin de vous, vous professionnels de santé. Nous recherchons des membres justement pour nos commissions de recevabilité, pour nos jurys de certification et également nous sommes également à la recherche de lieux d'accueil pour les stages de nos futurs patients experts addiction. Donc n'hésitez pas, nous avons toutes les documentations à disposition. Merci. Merci. Alors, il y a encore 2 slides. Là, c'est un petit zoom, effectivement, sur les savoirs expérientiels et l'intégration des savoirs expérientiels dans les équipes de soins. De quoi parle-t-on quand l'on parle de savoir expérientiel? On parle du développement d'une expertise en lien avec son parcours de vie, son parcours de soins, ses conduites addictives et son rétablissement. Et l'intégration, en fait, la spécificité des savoirs expérientiels, c'est qu'elles viennent du vécu et elles deviennent, ça devient des savoirs expérientiels parce que derrière, c'est associé à une formation professionnelle. Là où les compétences professionnelles viennent avant tout de la formation, puis de la pratique. Et donc, c'est bien l'association de ces deux types de savoirs qui permettent justement d'innover et de repenser au sein des organisations de travail. Et à cet endroit-là, j'ai envie de dire, de façon créative, mais recruter un patient expert, finalement, ça me fait penser à recruter un artisan du vécu et un artisan de savoir de ce que sont les troubles de l'usage et les conduites addictives. Voilà, ça m'évoquait ça, ce sujet de la créativité. Et donc, ces compétences-là permettent derrière d'y associer des compétences de médiation vers le soin et l'accompagnement. C'est tout l'objet notamment des formations au cours de la certification, des formations autour de la dictologie générale, des thérapies qui permettent aussi aux patients experts de pratiquer le bilinguisme, à savoir comprendre aussi bien le langage et le vécu des patients et des usagers qui sont accompagnés que le langage des soignants, des travailleurs sociaux, des équipes de professionnels de la promotion de la santé. Voilà, c'est toute cette richesse-là en fait que vous intégrez qui permettent derrière de croiser des regards et de modifier, et de faire évoluer les accompagnements proposés. Et donc, vers une évolution des pratiques, effectivement, on y vient assez naturellement. Le patient expert contribue à déstigmatiser, donc à faire évoluer le regard sur les personnes présentant une addiction, puisqu'ils ont développé une expertise métier à cet endroit-là, une expertise du vécu. C'est soutenir le pouvoir d'agir de chaque personne, parce que le patient expert est comme ça un vecteur de restauration, de renforcement du pouvoir d'agir. Et sur ce sujet de faire entendre la voix des usagers aussi, parce que les usagers du coup deviennent des parties prenantes, des professionnels inclus dans les parcours de soins. Et donc j'en parlais, c'est aussi intégrer un patient expert, c'est aussi intégrer des savoirs issus de la santé communautaire, que ce soit dans le cadre de leur propre rétablissement ou que ce soit dans le cadre de leur activité professionnelle bénévole. C'est intégrer un patient expert ou un père aidant dans ses équipes, c'est aussi intégrer ces savoirs-là communautaires et ces pratiques communautaires. C'est ouvrir son organisation sur l'extérieur et sur ce qu'est le rétablissement au-delà du soin. Et c'est une richesse particulière. Et je terminerai là-dessus. La stigmatisation est un déterminant social de santé qui cause plus de dommages que les drogues elles-mêmes. Donc, vraisemblablement, je n'étais pas présent, mais c'était Jean-Sébastien Fallu l'année dernière qui en a parlé. Je témoignerai là-dessus, j'ajouterai mon expérience.
Moi, je suis arrivé en parcours de certification au début de mon rétablissement. À cette époque, j'avais même peur de m'inscrire sur le groupe Facebook de Sandra Addiction et Alcool Ensemble, on est plus fort. Parce que voilà, et c'est ce parcours de certification aussi qui m'a permis de me légitimer en tant que professionnel, d'être là devant vous à parler voilà, de mon parcours et de mon métier. Et voilà, et qui sait, peut-être demain, je pensais à ça ce matin, il y aura un patient expert qui fera la promotion de la pérédance devant un parterre de Trumpistes armés jusqu'aux dents. Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est des convictions très fortes de l'intérêt des savoirs expérientiels qui sont portés. Merci. Merci beaucoup Simon et Jean-Michel. Juste revenir sur deux éléments que vous avez évoqués l'un et l'autre et qui se complètent bien et qui montrent aussi, je pense, le chemin que nous, professionnels, je vais mettre ça entre guillemets, avons encore à faire sur, en effet, l'accueil des patients experts. C'est toi, Jean-Michel, qui parlais de complémentarité des expériences. Voilà. On est bien sur une complémentarité et pas sur un niveau plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Et puis, toi, Simon, tu parlais de professionnels. Voilà, ce sont de véritables professionnels. Et ça rebondit avec ce que tu as dit à la fin, de me légitimer aussi, de pouvoir te légitimer dans cet aspect professionnel. Voilà, alors oui, on innove, mais on a encore du chemin à faire pour la mise en application concrète dans nos structures, dans nos organisations du patient expert. Et puis, du coup, j'ai bien retenu votre appel pour les besoins que vous pouvez avoir. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à pouvoir aller les voir. Vous avez encore jusqu'à la fin de la journée pour aller au stand. Merci beaucoup à vous deux. Et puis Gladys, il te revient l'honneur de pouvoir terminer cette conférence où tu vas essayer avec tous ces éléments qu'on a évoqués, toutes ces innovations plus ou moins récentes, de nous expliquer comment on peut à la fois repenser et innover dans nos organisations tout en maintenant, et c'est un vaste sujet et un programme assez lourd, tout en maintenant les valeurs de la dictologie dans un contexte qui est aujourd'hui, comme on l'a dit et comme Catherine l'a répété hier, de plus en plus en tension pour notre secteur. Très bien, merci. Alors finalement, plus qu'un honneur, j'ai un peu imposé. J'ai demandé finalement à passer à la fin parce que il se trouve que moi, mon travail, c'est d'écouter les travailleurs, la parole et je me suis dit, par rapport à ma présentation, vous allez voir où je vais amener plus dans quelle perspective, en fait, on peut regarder quel outil on peut mobiliser pour effectivement comprendre les organisations et participer de leur amélioration. Je me suis dit, ça serait d'autant plus intéressant que je puisse avoir entendu ce qui aura été dit et éventuellement m'appuyer. Comme ça, on aura à peu près les mêmes références. On aura entendu les mêmes choses, en tout cas. Voilà, donc merci. Donc j'ai pris un peu de liberté par rapport au titre proposé par la Fédération Addiction. En fait, moi, je vous propose un titre qui est « Pouvoir faire du beau travail ». Et en l'occurrence, ça, je l'emprunte, c'est le titre d'un ouvrage qui a été écrit par Jean-Philippe Bouilloux, qui est un sociologue clinicien du travail. Et vraiment, je vous invite éventuellement à aller le parcourir, c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, justement, cette notion de à la fois pour pouvoir faire au sens vraiment de pouvoir d'agir dans nos organisations et cette notion de beau travail, pardon, je trouve que c'est ce qui s'inscrit dans la thématique de ces deux journées. Et je remercie aussi, alors vraiment... Catherine Delorme dans son discours introductif parce qu'elle a bien mis en exergue cette notion de l'art finalement n'appartient pas uniquement à ce qui est aujourd'hui catégorisé comme art, qui est plutôt du côté de la création artistique au sens vraiment du coup des arts plastiques ou musicaux, mais elle a pointé du doigt un peu les métiers de l'art ou l'art du côté du travail et ce qui est très intéressant, c'est quand on convoque justement l'histoire du travail, on voit que les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, finalement, appartiennent aussi à l'histoire du travail. C'est-à-dire que le travail, le beau travail, dans les histoires humaines, enfin, vraiment dans la longue histoire de l'humanité,
quel que soit le travail d'ailleurs, et ça on va le voir aussi, vraiment le travail était sujet à des tensions, à des remises en question, à de comment on définit une œuvre d'art, enfin notre œuvre d'art, à l'époque du Moyen-Âge par exemple. Et voilà, donc ça c'est hyper intéressant aussi parce que on n'est pas, quand bien même la période, et ça a été aussi la chute du propos introductif de Catherine, est complexe, compliquée, il y a des vents contraires, c'est pas la fin de l'histoire. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi de revenir aussi dans cette question de l'histoire, et pas uniquement de nos pratiques, mais vraiment de l'histoire du travail. Je ne me suis pas présentée, mais délibérément aussi, parce que donc, je suis ergonome, psychosociologue du travail, et ça fait 20 ans que en tant qu'ergonome, je navigue, enfin je chemine dans le champ de la dictologie, à la fois comme intervenante sur les questions santé-travail, donc plutôt intervention en milieu de travail, mais au sein de XAPA. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dans un XAPA. Enfin, à l'époque, c'était CCAA, plutôt alcool, du coup. Et puis après, à la recherche. Et en fait, j'aime bien préciser le fait que ça n'est pas un aller-retour entre le terrain et la recherche, au sens chronologique, j'allais dire, c'est-à-dire une séquence, puis une autre, c'est vraiment concomitant. Ce qui m'a amené à devenir chercheur, c'est le travail en tant qu'intervenante dans un XAPA, c'est-à-dire toutes ces questions qu'on pouvait se poser sur notre travail, nos consos, comment les effets de notre santé, nous-mêmes, parce que du coup on se mettait en réflexivité aussi par rapport à ce qu'on pouvait faire comme intervention au milieu de travail, et c'est ça qui m'a amené à la recherche, parce qu'il y a relativement peu quand même de recherche là-dessus, et inversement, bon voilà. C'est important parce que aussi, je pense qu'il y a une chose, un des enjeux dans cette notion de créativité des 2 journées, et notamment notre thématique de repenser et innover dans nos organisations, et je pense que Sandra est un super bon exemple, c'est qu'il faut à mon sens, décatégoriser les mondes. C'est-à-dire que le monde de la recherche, c'est aussi le monde du travail, c'est-à-dire que ça peut être catégorisé un peu en surplomb, mais vraiment la recherche a besoin de terrain. Et inversement, je crois vraiment, mais Sandra, peut-être tu pourras le développer, je pense que nos activités, notre travail, notre manière de faire les choses ont aussi besoin de conserver une part de lien avec la recherche, c'est-à-dire de pouvoir aussi construire, discuter ce qu'on fait à l'aune de l'évolution des cadres théoriques, et surtout à l'aune aussi, il y a une évolution de langage qui est la novlangue ou autre, et de manière à comprendre aussi que parfois les nouveaux termes, finalement, alors les gens qui sont expérimentés le sentent, le voient et éventuellement même le pensent, sans avoir besoin de recourir aux chercheurs, hein, c'est clair. Mais voilà, on nous sert de nouveaux termes, mais très souvent qui sont exactement... Par exemple, aujourd'hui, on parle de mesure d'impact plutôt que d'évaluation. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, quand on regarde de près, ce qui se passe, c'est que l'évaluation ayant été désarticulée justement du travail, du terrain, on se dit, et ce n'est pas inintéressant, mais on va partir sur un autre concept et peut-être que ça va déplacer les pratiques, enfin, d'évaluation. Bon, on va voir que parfois, oui, il y a des mots qui participent d'un changement des choses, mais parfois les mots permettent de continuer, sous couvert d'innovation, permettent de continuer à faire ce qu'on fait. Et voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en quoi, finalement, dans cette logique d'innovation, dans des vents contraires, dans les tensions, en quoi l'ergonomie, c'est-à-dire que l'analyse du travail, la psychosociologie du travail, vraiment sont des outils qui sont très puissants, c'est-à-dire en donnant, ça travaille la parole des travailleurs, et ça inclut les dirigeants. Hein. Quand je parle de travailleurs, pour moi, et ça inclut les bénévoles, c'est-à-dire que ça inclut aussi, dans nos gouvernances, les membres de CA, qui sont aussi des travailleurs, et parfois, c'est un peu un impensé aussi, ça. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et du coup, comment, justement, en créant les conditions de pouvoir partager, enfin, écouter la parole des travailleurs, c'est in fine vraiment et directement contribuer à la qualité des accompagnements, qu'ils soient en réduction des risques, en intervention, prévention ou autre. Donc vraiment, il y a un lien qui est extrêmement étroit. Ça n'est pas perdre du temps du tout, du tout. Alors, un petit cadrage, je vous disais 2 slides sur le cadrage théorique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ergonome, un psychosociologue du travail mobilise comme grille de lecture. Aujourd'hui, quand je parle du beau travail, en fait,
on est pris, l'activité est prise dans des conditions, enfin, est construite à partir de conditions, de composantes internes et externes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un système. Alors, c'est inspiré, en fait, ce schéma est inspiré, pour ceux qui connaissent, du modèle de Montreuil, en fait, de la production sociale de la santé, articulé avec le schéma à 5 pavés, à 5 carrés, qui est au cœur de l'analyse du travail, qui vient de Leplat et qui a été repensé, mais historiquement dans les années 70-80, en fait. Beaucoup travaillé par un ergonome qui s'appelle Leplat, enfin un psycho du travail d'ailleurs, Leplat. Et donc c'est une combinaison. Et ce que je trouve d'intéressant avec ce schéma, c'est que ça donne à voir effectivement ce qu'on fait. Donc les activités sont conditionnées par des conditions de type, les caractéristiques de la tâche, ça va être notre organisation du travail. Bon, je vais vous développer un peu ça. Et après, il y a des caractéristiques propres qui vont être nos motivations, nos compétences, nos savoirs. Et tout ça, ça interagit. Et du coup, il y a des effets qui vont être les résultats. C'est-à-dire notre travail va produire des résultats qui, en général, sont du côté du collectif, j'allais dire, en tout cas de la mesure. Et après, un certain nombre d'effets. Quand je dis après, c'est juste dans la manière de le lire, mais tout ça, c'est concomitant, en fait. C'est vraiment dans un système et avec un certain nombre d'effets sur nous, donc qui sont des effets positifs ou des effets, au contraire, d'usure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce système, c'est un système, par définition, qui se régule, de régulation. Et là où, aujourd'hui, on est dans des conditions de tension, c'est que on voit bien qu'il y a des boucles de rétroaction aussi sur les politiques publiques. C'est-à-dire que dans l'histoire de nos dispositifs spécialisés, il y a eu vraiment, et on l'a vu à travers l'histoire, enfin la courbe chronologique que vous présentiez sur les microstructures, en fait, c'est vraiment un dialogue de ce qu'on fait sur le terrain vient infléchir, voire même nourrir, impulser des politiques publiques locales et nourrit aussi, infléchit ou voilà. Enfin, en tout cas, il y a vraiment du dialogue au sens vraiment de pouvoir, c'est-à-dire on participe de la décision. Aujourd'hui, la tension, elle vient d'une mécanique de la relation qui est extrêmement descendante. Il y a peu d'interactions comme ça, de fait de se nourrir. Alors, ce qui est intéressant aussi là, c'est que je vous invite à regarder, je disais, nos activités, nos pratiques. Imaginez que cette logique-là, c'est exactement la même pour un professionnel des ARS. C'est exactement la même pour quelqu'un qui est à la région. C'est-à-dire, ce qu'on pense dans une certaine catégorisation de nos dispositifs comme étant les financeurs, les institutionnels, ce sont aussi des travailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on vit avec eux dans la discussion historique, je ne sais pas du coup les pratiques que vous pouvez avoir chacun ou les fonctions que vous avez, mais ça aussi on le voit. C'est-à-dire qu'avant, on était en discussion avec des opérationnels dont la parole, à la fois dans l'échange avec nous, mais du coup à l'intérieur de leur propre institution, avait du poids. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une hyper-rationalisation. Il y a moins de temps, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer justement comment la nature de l'activité des professionnels dans notre écosystème de financement ou de partenariat finalement se rétracte. C'est aussi lié aux propres conditions, parfois aux compétences, c'est-à-dire ça peut être des conditions internes, ou quand on fait le choix d'avoir plutôt dans ce type d'instance, voire même dans les directions de nos associations, des profils plutôt managériaux, c'est-à-dire du coup qui vont tirer le système dans une logique, et ça a été très bien documenté par les sciences de gestion aussi, dans une logique qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel. C'est-à-dire que nos associations peuvent être, et en macro, les études montrent que c'est le cas. Après, individuellement, ça vaut le coup de le regarder, parce que c'est pas forcément la réalité de chacun. Mais en fait, on est tiré vers les logiques, à travers les critères, dans le dialogue de gestion. En fait, on finit par négocier le beau travail à l'aune du beau travail qui est celui de nos instances financières. Vous voyez ? Donc, mais c'est hyper intéressant parce que de raisonner les choses comme ça,
à la fois, on peut se dire, waouh, on est dans une situation effectivement où le système se rétracte, mais en même temps, ça donne à voir les leviers, enfin les marges de manœuvre, ce qu'on peut éventuellement se mettre à travailler, à comprendre ensemble avec eux. Et c'est ce que je vais essayer aussi du coup d'avancer. Donc, juste pour vous dire, dans le schéma précédent, quand je parlais des caractéristiques de la tâche, il y a l'organisation du travail. Et comme là, c'est vraiment un des mots-clés de cette conférence, et notamment pour le coup de la mienne, quelle est la définition de l'organisation du travail ? Je voulais développer là, comme ça, si vous gardez les slides, vous les aurez, mais c'est important, c'est que ça renvoie vraiment à cette notion de division. C'est-à-dire que l'organisation du travail, c'est vraiment une manière de rationaliser, de diviser le travail, de diviser le pouvoir, de diviser les responsabilités. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution de nos associations, ce qu'on voit, c'est que, et ça, c'est le propre des organisations contemporaines du travail, c'est-à-dire que c'est un peu même le centre de gravité dans les sciences de gestion aujourd'hui, notamment dans les écoles d'ingénieurs ou Sciences Po ou autres, ou le HEC, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a dans les formations initiales de ces futurs managers, il y a un centre de gravité du management qui organise la division du pouvoir et la division du responsabilité, parfois avec une disjonction entre ceux qui ont la responsabilité ne sont pas forcément ceux qui ont le pouvoir. Et ça se retrouve aussi, je vous disais un peu en isomorphisme institutionnel, c'est que, par exemple, à l'aune des accompagnements et du soin, ceux qui en tout premier doivent répondre de ce qu'ils font au regard des usagers, ce sont les praticiens. C'est-à-dire, ce sont vraiment, c'est-à-dire la qualité des soins, la qualité des accompagnements, c'est d'abord ce que va pouvoir en vivre, en dire nos publics. Sauf qu'en fait, à un endroit, le pouvoir de décider du temps qu'on va donner, de la manière avec laquelle on va accompagner au sens de, une personne a besoin, on estime qu'au regard de nos missions, de notre raison d'être, finalement, peut-être que c'est une personne qui va être accompagnée toute sa vie. Et ça vient en conflit direct avec justement la manière avec laquelle, parfois dans notre écosystème de travail, d'autres définissent le bon travail. Les sorties positives, ça on le voit beaucoup dans l'insertion professionnelle, c'est-à-dire comment on qualifie le beau travail, le bon travail. Et ce qu'on voit, c'est que justement, il y a vraiment une décorrélation pouvoir-responsabilité. Ce qui est intéressant aussi dans cette notion un peu théorique de ce que c'est l'organisation, du point de vue de l'ergonomie, encore une fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres définitions de l'organisation du travail, mais en tout cas, ce que disent les sciences du travail, c'est que c'est aussi caractérisé par un système de communication. Et là, c'est très intéressant parce que, on l'a vu dans chacune de vos slides, en fait, on voit que travailler, une composante clé, c'est comment on interagit, c'est la relation. Non seulement la relation avec les usagers, mais la relation entre professionnels. Et pas uniquement entre professionnels praticiens, mais aussi avec notre gouvernance. C'est-à-dire, à un moment donné, comment ce qui est fait, concrètement, les questions qui se posent à nous, triviales, sont des éléments qui vont permettre d'arbitrer des décisions plus macro, plus stratégiques. Et ça, du coup, on voit bien que la communication, ce n'est pas juste un transfert d'informations, c'est du dialogue, c'est de la rencontre. Et donc, ça vient percuter la division du travail. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est vraiment un système. Et effectivement aussi, de fait, il y a la notion de contrôle, de système de contrôle. C'est-à-dire comment tout ça, finalement, ça fonctionne, comment concrètement ça se met en œuvre. Voilà, je vais en rester là-dessus. Mais une autre notion aussi, c'est que toute cette organisation du travail, de fait, elle est en permanence construite et reconstruite. Parce qu'il va y avoir l'organisation prescrite, c'est-à-dire à un moment donné, on écrit, voilà, il y a un organigramme, il y a, vous disiez, Sandra, voilà, il y a un planning, il y a des choses, il y a des réunions d'équipe, mais ce que vous disiez aussi qui est super intéressant, c'est qu'il y a ces temps informels qui ne sont pas planifiés, sauf qu'à un moment donné, s'il y a des temps informels, ça veut dire que l'organisation du travail
la manière avec laquelle on l'a reconstruit en tant que travailleur, garde ses marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir avoir des temps informels. Alors c'est intéressant parce que parfois on dit des temps morts, mais en l'occurrence c'est le travail vivant souvent dans les temps morts. Moi qui travaille sur les consos, la pause clope, la pause café, voire la pause joint, alors pour le coup qui n'est pas du tout inscrite, mais qui existe dans certains métiers où on peut être à l'extérieur, donc du coup c'est un peu plus facile, comme le BTP sur les pistes à ADP, enfin alors que c'est strictement interdit, en fait ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui se joue professionnellement dans ces pauses? C'est super intéressant. Et pourquoi ce sont ces pauses-là plutôt que des choses dans d'autres cadres peut-être un peu plus, j'allais dire, normalisés? Parce que souvent, il n'existe pas ces espaces normalisés. Enfin bon, voilà. Et c'est surtout en vue de réaliser des objectifs. Donc, j'ai perdu voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le travail vivant, c'est construire des... Ah ouais, pardon. Juste, j'ai quasiment terminé. Pour vous dire aussi, parce que moi j'aime bien ça aussi, c'est qu'on a tendance à parler de savoir expérientiel souvent pour les usagers. En fait, il y a un sociologue clinique du travail qui s'appelle Réaume, bon, parmi d'autres, mais en l'occurrence, ses travaux sont intéressants parce qu'il a vraiment travaillé là-dessus. C'est les différents types de savoir des professionnels. Et pour moi, là où c'est ce savoir théorique, ce savoir professionnel et ce savoir expérientiel, là où il est très intéressant, c'est que si on le pense comme ça, par rapport au père aidant, c'est-à-dire à la professionnalisation qu'il peut y avoir, ce qui est hyper important, c'est que la professionnalisation, elle va se jouer aussi dans un partage des savoirs d'expérience. C'est-à-dire que si on rabat la professionnalisation uniquement du côté, il faut que vous incorporiez les savoirs théoriques et le travail prescrit, vous allez être à côté. Et parfois, ce qui se passe, c'est que justement, dans le maillage, et on voit bien qu'avec votre propos, Sandra, on voit bien que vous, dans l'intégration, il y a eu vraiment une co-construction de votre projet avec le projet d'équipe. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne se pense pas comme ça d'une manière aussi rationalisée, mais de fait, ça s'est ajusté sur les savoirs d'expérience, de fait, ça s'est pensé comme ça. Donc ça, c'est de temps en temps intéressant d'avoir ce recours un peu au cadrage un peu plus théorique de l'ergonomie et mobiliser cette analyse-là, parce qu'en fait, ça permet de rationaliser à des endroits qui ne sont pas ceux qui sont rationalisés par nos tableaux Excel. En fait, voilà, c'est un peu juste l'idée. Et donc, qu'est-ce qui se joue autour de ces deux grands termes dans lesquels on est allé, parfois vraiment en s'en saisissant avec bonheur. Parfois, ça a été un peu une imposition, ça a été un peu imposé de l'extérieur, sur ces deux notions de modernisation de nos associations et de professionnalisation. Et bien, en fait, justement, ce que je vous disais, c'est que attention à ne pas réduire ces deux termes à l'aune uniquement d'une approche gestionnaire extérieure, c'est-à-dire sur des outils qui sont pensés par d'autres, qui sont un peu des recettes dont on penserait qu'elles vont à toutes les organisations. Et en fait, on voit, on l'a vu à l'hôpital, la T2A qui a été vraiment une hyper-rationalisation du travail à certains endroits, ce que ça produit. En tout cas, voilà, il y a une certaine vigilance à avoir. J'ai une minute ou pas? Allez, 30 secondes. Non, pardon, ouais. Juste parce que je vous ai mis deux, trois citations, mais qui amènent à réfléchir vraiment. Hier, à un moment donné, Catherine a convoqué Canguilhem sur cette définition en matière d'ailleurs. Je me suis trompée. Non, en manière de normes de santé, c'est toujours à la personne qu'il faut se référer. Ce que dit l'ergonomie, en matière d'ailleurs, c'est pas en manière, c'est assez drôle. En matière de normes du travail, ce que disent vraiment les sciences du travail, la clinique du travail, l'ergonomie, la psychodynamique du travail, c'est que c'est toujours aux travailleurs qu'il faut se référer. Et quand je dis travailleurs, c'est vraiment dans les perspectives que je vous disais, c'est-à-dire à la fois les bénévoles et les salariés à tous les étages. Et juste pour dire, ça vous l'aurez, mais ce que dit aussi 2 jours, parce que globalement, ce que je vous disais c'est aussi les normes, en fait, 2 jours mobilise beaucoup Canguilhem donc psychodynamicien du travail au CNAM, c'est que là où il alerte, c'est qu'à un moment donné, si le travail s'assoit justement sur ces régulations, sur une définition collective, une appropriation collective du beau travail, et collective,
J'entends aussi éventuellement dans nos écosystèmes locaux, c'est-à-dire construire le beau travail aussi avec nos partenaires financiers, avoir ce temps-là, cette marge de manœuvre-là. Attention, parce que nos restaurants normaux, c'est-à-dire au sens de ceux qui appliqueront les normes qui vont finir par rester les seuls points d'appui du travail, que ceux qui auront délibérément, voire rationnellement, décidé de céder sur leur conscience professionnelle. Et ça, vraiment, c'est pas incantatoire, c'est le fruit vraiment des travaux de recherche. Quand je vous disais, la recherche, notamment du côté de l'ergonomie, de la psychodynamique du travail, la psychosocio du travail, c'est hyper fécond. Parce que souvent, ça met des mots sur ce qu'on vit, sur nos savoirs expérientiels et parfois sur notre souffrance au travail et nos attaques de santé au travail. Et j'en finirai juste sur ce trait, et je me tais. C'est que refaire équipe, faire ou refaire équipe, et encore une fois, la notion d'équipe, le partenariat, j'aime bien la penser en termes de coopération et d'équipe, c'est vraiment penser ce qui est acceptable, ce qui est limite, risqué, voilà, mais qu'on est prêt à faire, ce qui est le beau travail pour moi, et finalement, le beau travail collectif. La notion de collectif et d'équipe, ce n'est pas uniquement une mise une addition de nos savoir-faire. On le voit bien dans ce qui est, souvent c'est ce qui ressort des microstructures. C'est qu'à un moment donné, on construit collectivement le beau travail. Et moi, j'ai bossé avec des psychos qui n'arrivaient pas à le faire dans leur équipe de rattachement et qui, en fait, trouvaient un souffle dans leur travail dans la microstructure. Bon, voilà, on pourra en parler. Merci. Alors juste, je retiens que malgré cette période de tension, finalement, on a quand même des leviers. Voilà. À nous de savoir, au sein de nos organisations, les saisir, les utiliser et les mettre en application. Alors, on va passer aux questions. Voilà, on a 5-10 minutes là, comme on a commencé vers 9h10. Voilà, il y a un micro qui va passer. Peut-être Sandra, du coup, sur la première question, sur le regard des usagers. Vous l'avez peut-être compris que j'ai un profil un peu atypique. Je suis infirmière donc en pratique avancée, mais je suis aussi patient expert addiction et puis du coup doctorante depuis peu. Donc les usagers ont suivi cette évolution avec ce qu'on retrouve dans ce que mobilisent les patients experts dans les services d'addictologie quand ils interviennent ou dans les groupes d'entraide. C'est possible d'en sortir et c'est possible aussi du coup de se former, d'avoir une autre profession et donc il y a plutôt ce côté-là de compléter en fait ce que je faisais déjà par la pratique avancée. Voilà, elle a réussi à se former et à continuer encore. Donc il y a une vraie adhésion du coup aux soins et à ce que je propose dans les accompagnements collectifs du fait de ce parcours atypique, de ce profil atypique. Moi, c'est une demande de précision pour madame. La dernière intervenante, voilà, par rapport à la citation de jour, si vous pouvez nous donner votre approche en fait. Ouais, voire rationnellement décider de céder sur leur conscience professionnelle, j'arrive pas trop à comprendre, si vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les professionnels, quels que soient les métiers, mais notamment pour le coup dans les métiers de la relation, il y a la mise en tension entre ce qu'ils pensent être une bonne manière de faire et ce qu'ils sont, enfin les conditions dans lesquelles ils sont parfois qui les invitent à rogner, enfin ou voire à attaquer leur définition et ce qu'ils vivent comme étant à l'échelle des 3 savoirs. Hein. Souvent, si vous allez voir votre médecin du travail ou si vous êtes accompagné, voire même si l'inspection du travail vient, le conseil que vous allez avoir, c'est lâcher, faites avec. Voyez, et donc ce qui se passe, c'est que parfois on rationalise de se dégager en se disant ok, bah, tant pis, j'arrête de me battre là-dessus. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est pas juste. Si on regarde les choses sous l'angle de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait, céder sur sa conscience professionnelle, c'est-à-dire céder sur les outils qu'on me met entre les mains. Ok, j'ai une demi-heure pour chaque, un temps d'une demi-heure pour chaque usager, par exemple, dans les accompagnements. Aujourd'hui, sur la demi-heure, je dois passer 10 minutes à remplir, faire du data sur les tableaux Excel. Il y a plein de gens qui pendant longtemps ont dit non mais moi ça m'est égal, j'écris sur mon cahier, vous vous débrouillez. Aujourd'hui, c'est une injonction.
la question se pose à tapage, par exemple. Enfin, bon, ça se pose dans plein de... Eh ben, en fait, se dire, ok, tant pis, j'entends bien, c'est dans l'intérêt de l'organisation, de nos financements, j'entends bien, je passe 20 minutes. Ce qu'il faut voir, c'est que en lâchant sur ça, du coup, on devient normaux. En fait, on finit par abîmer notre travail. Et pour moi, c'est très important parce que quand je disais tout à l'heure, remettre le système de tension vraiment en système, le penser, et quand je dis c'est une question de gouvernance, c'est que pour moi aujourd'hui, ceux qui sont garants de notre raison, ça ne peut pas être chacun de nous, parce qu'on en pète. C'est-à-dire qu'on est dans des injonctions paradoxales. Ne lâche pas ta conscience professionnelle, mais acquiert-toi les normes. Donc, à un moment donné, respecte les normes. Donc, du coup, la responsabilité, quand même, elle est du côté de ceux qui ont le pouvoir de dire non à ça et finalement de créer des organisations du travail qui vont aller au contact des producteurs de normes, voire arrêter d'être eux-mêmes producteurs de normes, de manière à pouvoir... qu'on ait les moyens que collectivement la conscience professionnelle puisse tenir. C'est dans ce sens-là, en fait. Et pour moi, là où la Fédération Addiction vraiment a un poids et le fait, c'est que ça permet de pouvoir créer du rapport de force dans nos écosystèmes de manière à tenir le beau travail. Alors, je jour dis la conscience professionnelle, en tout cas nos raisons d'être au regard d'un certain nombre de normes qui nous sont imposées. Donc voilà, jouer collectif avec la Fédé, à mon sens, vraiment, à partir du terrain, c'est un levier très, très intéressant, très important et très intéressant. Oui, juste pour compléter ce que vous venez de dire, par rapport à justement cet exemple des tâches data administratives qui viennent emboliser finalement le travail de relation qu'on a, c'est devenu une revendication collective des jeunes médecins généralistes aussi, et des médecins généralistes globalement, c'est-à-dire les comptes à rendre à l'assurance maladie, via effectivement un travail administratif extrêmement lourd, on n'en veut plus. On veut en être allégé, on veut avoir du temps à nouveau avec nos patients. Et c'est de revendications individuelles, si vous voulez, qui étaient effectivement source de malaise, ça devient aujourd'hui une revendication collective des structures qui portent effectivement les revendications des médecins. Est-ce qu'elles seront entendues? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est porté, et c'est porté fortement. Bonjour, Mathieu Métayer, je travaille dans le Maine-et-Loire. J'aurais une petite question un peu... j'aurais besoin d'une précision. Je suis curieux par rapport à vous, patient expert. Donc, ce que vous avez présenté par rapport au parcours de certification, l'examen à l'entrée, en fait, il y a la question du parcours de rétablissement. Alors, est-ce qu'on pourrait... C'est une question de... J'ai besoin d'une petite précision, puis ça un peu provoque. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un s'inscrive dans ce parcours en n'étant pas complètement rétabli ? Et vous, par exemple, en tant que patient expert, imaginons, ce que je ne vous souhaite pas, qu'il y ait une rechute, est-ce que ça met en question votre statut de patient expert, quoi ? Alors, déjà sur la question du rétablissement, effectivement, nous, on veut absolument s'assurer que le candidat qui va entrer dans le parcours de certification sera dans une phase de rétablissement stabilisé. Donc avec tout ce qu'il y a autour, de façon à ce qu'il puisse s'appuyer en cas d'émotion, par exemple, trop forte, qu'il ait toujours l'appui soit d'un professionnel de santé vers lequel il pourra se retourner. Ça, pour nous, c'est hyper important. Après, vous posiez aussi la question d'une éventuelle rechute. Nul n'est à l'abri, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie de la vie, oui, exactement. C'est pour ça que la seule différence, c'est que en tant qu'ex-addict, on connaît nos faiblesses et on sait réagir de suite. On sait retourner voir notre psy, on sait retourner voir nos parrains, par exemple, sur les groupes ou autres, quoi, oui. Il y a le fait d'avoir tellement gagné, avoir arrêté de consommer. Moi, j'ai arrêté de consommer depuis maintenant 2016, mais j'ai tellement gagné depuis. J'ai fait un diplôme universitaire d'addictologie, je me suis réorientée
dans un travail en addicto, je travaille à l'hôpital. Enfin, voilà, je vois mes collègues aussi, ils ont pu faire plein de formations, plein de choses qui nous permettent vraiment de passer à un autre niveau. On est vraiment stabilisé et on a tellement gagné qu'il y a moins de chances. C'est pas pour ça que ça n'arrivera pas, mais il y a moins de chances et on a un étayage autour de nous qui est tellement énorme que... Enfin, voilà, c'est pas la même vie, hein. Oui, merci Sandra. Effectivement, c'est pas la même vie. On gagne tellement à notre rétablissement. C'est une compétence du référentiel, par ailleurs. Hein, si je reboucle avec la formation, la compétence 2, c'est exercer dans un cadre de sécurité émotionnelle et psychologique. Et donc, on est amené à développer nos propres savoirs expérientiels à cet endroit-là. Et on est accompagné pour cela. Les structures... aussi pour l'intégration d'un patient expert, effectivement, ou d'un père aidant. Il y a aussi une supervision autour de ça et on est formé à mobiliser justement ces supervisions-là. Donc voilà, et dans le cadre de notre établissement, on a tous développé une expertise à la fois dans notre contexte professionnel, dans notre contexte personnel. Il y a des ressources en santé communautaire, j'en parlais, mais effectivement, comme tout professionnel, le patient expert a une maladie chronique. Et au sein de nos organisations, il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres types de maladies chroniques et qui ne sont pas à l'abri d'une rechute. Les conduites addictives, on n'est pas non plus à l'abri d'une rechute. Le seul avantage qu'on a, c'est qu'on est expert de notre vécu et de notre propre maladie et qu'on s'appuie dessus aussi bien pour accompagner que pour se sécuriser soi-même. J'ajouterais juste une clé au sujet de ces savoirs expérientiels-là. Ils servent effectivement aux autres. Mais Sandra parlait tout à l'heure de son activité en tant que IPA, de s'appuyer sur les savoirs expérientiels des usagers qu'elle accompagne. C'est également le cas du patient expert, c'est-à-dire que lui a développé ses propres savoirs expérientiels et il a vocation à faire développer les savoirs expérientiels aussi des patients et des usagers, parce que c'est eux qui ont en grande partie la solution à leur rétablissement. Et voilà, il y avait juste cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. De toute façon, vous pourrez, comme on le disait, retrouver tous les intervenants tout au long de la journée si vous avez d'autres questions. Merci à vous 5 en tout cas d'avoir été présents et d'avoir pu présenter ces différents éléments. Merci à vous.